Mosaïque. Haimesh, Refusnik, La Lot, Trops, Yaïn, Utopia, Mosaïque, Café, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yain. Bonjour Limor Yugman. Bonjour. Limor, je vous retrouve à Jérusalem, où vous habitez et où vous êtes également chercheuse à l'université hébraïque. Vos travaux de recherche portent sur la cuisine, plus spécifiquement la cuisine médiévale, et vous vous intéressez aux livres de cuisine médiévaux. Oui, c'est ça. Vous êtes francophone, vous avez fait votre doctorat de recherche à l'EHESS. Vous connaissez bien également les food studies, tout ce qui est dédié à la cuisine en France. Dans ce podcast, on a eu l'idée de faire un cycle autour de la nourriture, de faire un regard croisé des pratiques alimentaires entre la France et Israël. Et aujourd'hui, on va parler du pain, qui est, je pense, un élément particulièrement phare de l'alimentation française. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que vous avez pu faire à Tours, enfin, qui vous avez rencontré justement sur cette question liée au pain? À Tours, j'ai travaillé avec les chercheurs qui ont monté le dossier pour l'inscription de la baguette comme un patrimoine immatériel culturel de la France, qui était récemment accepté. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a été interviewé, par exemple, pour savoir quelle est l'image de la baguette à l'extérieur. Le regard de la baguette à l'extérieur, comment on appelle la baguette dans plusieurs pays. Donc, on a donné notre expérience, moi et d'autres doctorantes à la Villa. Et voilà, on a vu comment ce dossier a été né. Est-ce que vous avez utilisé votre perspective israélienne sur justement la baguette? Comment elle est perçue en Israël, cette baguette? Est-ce que c'est un aliment plutôt luxueux? Est-ce que c'est un aliment du quotidien? Oui, alors c'est pas un aliment de quotidien. C'est quelque chose qu'on mange plutôt peut-être dans des occasions spéciales. Mais c'est vrai que par rapport aux autres pains en Israël, on la mange beaucoup moins. Et sa qualité est beaucoup inférieure que la France. Aujourd'hui, on peut trouver, je peux vous montrer après, dans le marché, des baguettes plus artisanales qu'on peut trouver dans le marché de Jérusalem. J'imagine aussi à Tel Aviv, qui est fabriqué sur place, qui est meilleure qualité. Quel type de pain on va plutôt consommer en Israël? Oui, alors la pita, c'est l'équivalent de la baguette. Tout à fait, la pita, c'est incontournable en Israël parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a la pita en poche, il y a la pita plutôt qu'on s'appelle lafa, qui est la grande et la plus fine, qu'on peut rouler. Et c'est comme la baguette, qui est vraiment un rapport très... on peut dire, très physique pour les Français. Même la pita, elle a la même fonction pour les Israéliens, dans le sens où elle est très facile à porter. On peut la prendre au travail ou à l'école. On a l'idée aussi qu'elle est facile aussi fabriquée. L'industrie, pour la faire, ça prend 1 minute par pita. Donc, ça crée beaucoup de pita par heure. Et puis, la dernière chose qu'on peut dire par rapport à la pita, c'est qu'elle... on l'utilise comme ustensile de cuisine. Dans le passé, on a mangé aussi la même chose avec la pita, comme pour prendre de la nourriture. Dans le passé, je veux dire, l'époque où je recherche, on n'a pas mangé, il n'y avait pas de fourchette, on a mangé avec de
cuillère ou avec les 3 doigts de la main droite uniquement. Et il y avait des règles très spécifiques. D'où provient la pita? La pita, c'est juste la farine et l'eau. Après, la levure a été ajoutée, et un peu de sel, mais c'est tout. C'est très simple, c'est vraiment l'emblème. Et en Israël, c'est très important parce que déjà, c'est la culture de blé et des céréales qui monte déjà. On trouve l'engraine la plus ancienne dans le monde, qui date de 10 000 ans. Et on la trouve ici, dans le nord d'Israël d'aujourd'hui. Bon, là, on peut voir que c'est une très belle baguette, très belle croûte, une belle grigne, une belle couleur dorée. Et, voilà, la croustillance, elle est parfaite. Vous entendez? Donc là, on va vérifier l'alvéolage. Un bel alvéolage anarchique et profond, une mie bien crémeuse. Et là, on sent tous les arômes du levain, de la fermentation. C'est ça de la vraie baguette. Si la pita est un peu un emblème de la cuisine en Israël et aussi du Proche-Orient, pourquoi en France la baguette, c'est on va dire un symbole français, une spécificité française? Oui, on connaît déjà des formes étroites et allongées dans les plats de fantaisie dans le 17e siècle, et puis après par les boulangers parisiens, et puis après vers le 20e siècle, c'est devenu comme les familles sont devenues plus petites, moins nombreuses, on n'avait plus besoin d'avoir des grands pas pour partager en famille, et donc cette forme a devenu le pain le plus simple qu'on peut manger tous les jours, et on peut le partager aussi. La boulangerie est aussi un lieu vraiment social. Quand on se rencontre toutes les générations, c'est vraiment un lieu important pour les Français. Ce n'est pas uniquement le pain eux-mêmes, c'est vraiment tout un événement social pour aller chercher le pain, aller acheter du pain, et le partager, le manger dans presque tout le repas. En France, c'était la première fois que j'ai vu des personnes qui mangent de la pâte avec la baguette. Ça veut dire on mange toujours ce morceau de pain n'importe quel moment. Et le fait d'aller à la boulangerie, effectivement, ça résiste même à l'arrivée des grandes surfaces, à la facilité. C'est aller à la boulangerie, effectivement, et d'avoir sa baguette sous le bras. Pourquoi les Français sont attachés à ce symbole de la baguette, selon vous? C'est cette forme qui est le goût de la baguette, qui forme quelque chose qui est croquant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Il y a vraiment des spécificités, et c'est un savoir-faire qui se transmet des générations, des boulangers, et vraiment des professionnels. Et je crois que ce n'est pas équivalent dans d'autres pays, comme même en Israël. Il y a des concours autour de ça, des concours de meilleurs ouvriers de la France. La spécialisation de ce métier est très importante. Et oui, je pense que ça a créé vraiment quelque chose de la société. Oui, le fait que ce soit un aliment qui soit populaire, mais bon aussi. Oui, et aujourd'hui, il est vendu, je ne sais pas si vous savez ça, 6 milliards de baguettes par an. C'est le produit le plus vendu en France. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand. A sharp staccato sound, saying in the words of Maimonides, "Awake, you sleepers from your slumbers, ye who forget eternity in the pursuit of the moment." En Israël, quel est le lien entre religion et consommation de farine Alors, c'est déjà, dans le judaïsme, c'est très important. On peut le trouver d'un côté dans le challah, qui est le pain de Shabbat, qui est à l'honneur de Shabbat, on la mange, et pour la bénédiction de Motzi Lechem, c'est la bénédiction du pain. Elle est symbolique parce qu'on la fabrique dans des formes différentes. Par exemple, pour Rosh Hashanah, qui vient d'arriver bientôt, c'est le Nouvel An hébraïque, et on la fabrique en forme ronde. Donc, en fait, la forme ronde, c'est comme le cercle de l'année. Après Pessah, on la forme en clé. En fait, la clé pour le bon travail, et vraiment pour bénir les personnes qui la mangent. Et puis, de l'autre côté, on a le Pâques où on ne mange pas. C'est interdit de manger du pain, mais on mange le paazim, le matzah.
Et la matzah, c'est pourquoi il n'y a pas de levure et c'est interdit. Et il faut empêcher la fermentation parce que les Israélites, en sortant de l'Égypte, n'avaient pas assez de temps pour faire lever leur pain. C'est pour ça qu'on mange, c'est symbolique aussi. Donc pendant 7 jours, on mange que de matzah qui remplace le pain, à base de uniquement 5 céréales spécifiques. Oui. Du coup, en Israël, il y a quand même une variété de pain qui est presque, je dirais pas plus importante, mais en tout cas vraiment des types de pain en fonction du calendrier religieux, mais aussi des fêtes religieuses dans la semaine ou dans le mois. Tout à fait. Et il y a un autre pain qui est intéressant à connaître, que peut-être certaines générations le connaissent plus. C'est le pain, littéralement on l'appelle pain noir, lechem shachor en hébreu. Et c'est un pain foncé très unique qui était standardisé pendant le mandat britannique. Le pain a été subventionné par l'État d'Israël pendant les années 50. Il y avait l'époque d'austérité économique. Et il était subventionné pour les personnes. Mais en 2007, et c'était le pain le plus populaire, en 2007, il y avait une petite crise et les prix ont augmenté. Et donc, les boulangers ont décidé de commencer à produire d'autres types de pain. Et maintenant, on peut trouver vraiment l'influence, bien sûr, la baguette, d'autres types de pain en levain, en seigle, à l'épeautre, beaucoup d'autres types de pain. Mais le pain le plus populaire, on peut dire, c'est toujours la pita. יוצא הלחם הראשון, כמו שאבי השתגע שיצא הלחם השרוף, יצא לחם במבליק, משהו. הזמנתי עוד מכונה ועוד מכונה ועוד מכונה. Vous travaillez beaucoup sur la notion de continuité dans vos recherches. Comment ça se manifeste, justement, cette continuité dans l'alimentation ? Je voulais savoir pourquoi on mange de certaines choses et comment c'est arrivé à notre assiette pour connaître nos habitudes alimentaires actuelles. Et par exemple, dans le marché, comment est né du street food ? Pourquoi on le mange ? Dans quelle occasion ? Et en fait, je trouve dans ma recherche des racines très ancienne pour cette pratique. Je vois que la racine de street food se trouve dans le marché. Même dans le passé, les personnes ne pouvaient pas cuisiner chez eux, à la maison, parce qu'ils n'avaient pas leur propre cuisine. Avoir une cuisine, c'était cher. Il y avait le problème de fumée, l'incendie. Et puis, donc, la résolution, solution était d'aller manger dans le marché. Et la solution était d'aller acheter des plats déjà préparés dans le marché, soit faire de pré-préparation sans cuisson à la maison et aller juste cuisiner, faire cuire dans le four commun dans le marché. Voilà, donc ça, c'était les deux options. Dans cette exposition qui, je dois dire, était initiée par Edna Assis et où je suis curatrice avec Adina Mia-Cohen, en fait, on essaye de montrer comment cette cuisine a été née et comment elle a été développée jusqu'à nos jours par quelques axes. La cuisine du pourtour méditerranéen. La cuisine arabe, on peut dire arabe dans le sens où elle parlait arabe, la langue des recettes était arabe, et on montre comment en fait la conquête islamique dans le 7e siècle, 632, en fait a créé un espace politique qui a permis cet échange entre des communautés, rencontre des cultures culinaires différentes. Il y avait les Byzantins, il y avait les Persans, il y avait les Juifs, les chrétiens. Et tout ça a créé en fait une langue culinaire unique qui parlait les mêmes ingrédients, les mêmes techniques de cuisson et qu'on peut trouver par rapport dans l'exposition. On prend 6 ingrédients qui sont utilisés avec bien sûr quelques spécificités locales, mais en général, on peut voir des similitudes très grandes. Après, on voit aussi le marché, comment on a cuisiné, et puis le résultat qui était le banquet et l'importance sociale de la nourriture de notre quotidien qui résonne depuis plus de 1000 ans. שלא ייגמר
C'est dans le cadre aussi de cette exposition que vous avez eu l'idée avec un ou plusieurs chefs de reconstituer des plats médiévaux Tout à fait. que personnellement j'ai pu goûter, mais est-ce que vous pouvez dire quels sont ces plats, en tout cas? Donc, on a trouvé que ça sera très intéressant et même important de ne pas laisser les visiteurs sans goûter, même avec les yeux, les plats. Et donc, on avait l'idée de prendre les recettes médiévales, qui sont d'ailleurs ma recherche principale. Et on a choisi quelques recettes et on a donné à 3 chefs. Chef Ranem Barhoum du restaurant Rechta à Enrafa, le chef Moshe Basson qui est à Eucalyptus à Jérusalem, et la chef Tali Friedman qui est de l'atelier au marché. Et en fait, ces 3 chefs ont créé leur interprétation de plats, des plats médiévaux de tout type. On a pris des plats carnés, des sucreries et même du riz. Même à l'époque, on le prend jusqu'à l'époque ottomane parce qu'on inclut la période ottomane et l'influence de la cuisine arabe sur la cuisine ottomane. Donc on voit ça grâce au chef. C'est aussi quelque chose qui est particulièrement présent dans votre travail, donc que ce soit par le biais du marché par exemple, c'est la question du partage et des influences. Comment vous faites dans la recherche pour prendre en compte ou pour pouvoir ne serait-ce qu'identifier comment on identifie ce partage des influences dans la cuisine et comment on arrive à savoir au final d'où vient un plat et comment il évolue à travers les âges, mais aussi les zones géographiques, les ingrédients, Oui, tout à fait. C'est très complexe et il faut vraiment connaître. On utilise parfois l'archéologie botanique pour connaître d'où vient un produit, un légume ou un fruit, ou d'ailleurs des épices qui distinguent vraiment cette cuisine. Et oui, donc le partage était fait, grâce à ces produits, grâce aux personnes. Donc, on sait parfois d'où viennent certaines personnes et leur parcours dans la région. Et parfois, c'était des immigrants politiques, parfois c'était des voyageurs qui voyageaient autour de l'Empire, qui étaient facilités encore une fois grâce au fait que c'était un empire uni en termes de politiquement. Donc ils pouvaient voyager, ils pouvaient voir d'autres cultures et comparer et amener parfois des pratiques ou des produits avec eux. Des visiteurs ou des pèlerins qui amènent aussi leurs expériences. Ils racontent plutôt ce qu'ils voient dans les marchés. Ils mangent dans le marché. Par exemple, à Ramleh, on sait que les pèlerins chrétiens goûtaient des oranges et aussi qui venaient de la Chine et de Muhalabia, qui est l'ancêtre de Malabi d'aujourd'hui. Voilà, donc comme ça, il avait cette idée, c'est un son de flan sucré, et donc il ramène ça. Il y avait la rencontre bien sûr de Francs avec les croisades avec le sucre au Moyen-Orient. Il le ramène en Europe. Et donc, ça, c'est l'idée de partage. Et c'est difficile à distinguer, mais quand on fait une recherche plus large, donc on peut faire le lien entre tout. Donc là, on se dirige avec Limor vers le marché de Jérusalem. J'ai peut-être pas suffisamment précisé le fait que Limor étudie notamment beaucoup les marchés à l'époque médiévale, qui est une place de partage, une place d'échange. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le marché où on va aller ? On va vers Shuk Machane Yehuda, le marché de Machane Yehuda, qui était construit exactement il y a 100 ans, cet été. Est-ce qu'on peut faire un petit point aussi sur le pain de Jérusalem, le pain long avec des
du sésame dessus. Oui, bien sûr. Alors, c'est un pain aussi emblématique de Jérusalem, très connu. On s'appelle Bagel Yerushalmi de Jérusalem. Et en fait, il est moelleux. Il ressemble à un pretzel, mais il est plus mou à l'intérieur. On a une recette ancienne, historique, de XIIIe siècle, qui vient de la Syrie, qui a la même technique de cuisson de ce pain quand on le fait bouillir dans l'eau avant de le faire cuire dans le four. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une continuité, même avec ce pain. Je peux vous demander quel est votre pain préféré? J'aime tout. Mais je pense que la pita, c'est gagnante. On ne peut jamais rater avec la pita. Je peux vous prendre aussi, voir, il y a un endroit dans le marché où ils fabriquent des sandwichs à la base de challah. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de remplissages et la base du pain, c'est la challah. On peut voir que le marché, il est très vivant. Il a survécu à une période assez difficile des attentats grâce au fait que maintenant, tous les soirs, vers 19h, le soirée, tous les marchands deviennent des bars, en fait, soit à manger, soit de boire. Et c'est très vivant jusqu'à très tard la nuit, voilà, tous les jours. Donc il y a deux vies au marché. Le matin, c'est le marchand et le soir, c'est en fête. Alors là, on peut voir par exemple l'invention et la créativité de Chouk, parce qu'on a Moufleta à Bachouk, c'est un nouveau endroit qui s'appelle Nouna, où ils fabriquent des moufletas salées. Pas uniquement, on connaît la moufleta plutôt dans le contexte de Mimouna, qui est après le Pâques juif. On fait une grande fête et on mange de moufleta, c'est une sorte de galette très fine avec le beurre et le miel. Et là, ils fabriquent avec beaucoup d'autres choses à l'intérieur, avec des fromages, avec des légumes. Et voilà, c'est vraiment nouveau et c'est une invention du marché. Je voulais vous prendre voir un petit boulanger qui a fait de l'afa irakienne très connue sur place avec le four spécial, mais malheureusement il est fermé, il a quitté et il y a un nouveau un glacier à la place. C'est triste, mais je vais vous prendre voir une autre chose. Alors on a une boulangerie qui s'appelle Echem Be'eri et on voit qu'il ressemble plutôt à une boulangerie européenne ou à la française. Il y a plein de types de pain. Il y a un pain français, un pain focaccia qui vient de l'Italie, beaucoup de graines, mais le principe c'est le pain en levure naturelle. Là on a une autre boulangerie qui s'appelle Duvshanit depuis 1957 et ils produisent plein de types de pain avec des levures, de petits pains, mais aussi une sorte de pâtisserie kurde qui s'appelle kadeh avec de fromage à l'intérieur et c'est super bon, c'est comme de toast. Alors ici on a une boulangerie qui a un four ancien, traditionnel on peut dire, où il colle le pain sur le mur de four et ça sort une sorte de pita ou lafa assez fine, irakienne ou druze et on peut la remplir, il y a de tout type. Et ça c'est quelque chose, c'est un art assez rare qui ne se trouve pas souvent. Ce qui est intéressant dans cette boulangerie, c'est qu'il n'y a même pas un panneau pour dire le nom de la boulangerie. Il y a juste un panneau de carton avec proposition de combinaison de pita à druze avec de yaourt, de labanais ou de Nutella. Voilà, c'est comme elle a existé, elle existait toujours. En français, on dit la baguette, mais c'est la baguette du pain, parce que la baguette, c'est juste ça par rapport à la forme.
Par contre, en arabe, on appelle le pain khoubz, mais aussi aish. Aish, ça veut dire la vie, parce que ça montre l'importance du pain dans la vie quotidienne comme un denrée de base. On peut dire que la culture de pita est née grâce aux deux tendances. D'un côté, l'adoption de la pita palestinienne locale et de l'autre côté, l'arrivée des communautés juives des pays arabes, par exemple le freiné marocain, la lafa irakienne et d'autres lachour yéménites et d'autres types de pain qui existaient dans les pays arabes où les juifs arrivent comme immigrants en Israël. J'étais surprise quand on arrive dans le marché aussi la présence qu'il y ait des marchands de légumes et des stands avec d'une part des marchands juifs israéliens et d'autres des marchands arabes. Oui, c'est vrai, et ça montre comment le marché n'est pas politique dans ce sens où on se croise tous, on travaille tous ensemble. Le fait que les Juifs israéliens et les Arabes israéliens travaillent tous ensemble montre, malgré, on peut dire, leur position politique, montre la cohabitation et le fait qu'on travaille tous et on a tous besoin de se nourrir. Voilà, la complexité de ce sujet. Heimish, Refusnik, Laalot, Hops, Utopia, Kibbutz, Café, Reine,